Bonjour. On demande souvent à quelqu'un qui a vécu une analyse d'expliquer en quoi consiste cette démarche, ce qu'est vraiment une analyse. Eh bien, on ne peut pas l'expliquer. On peut en dire des tas de choses, et c'est ce que j'ai tenté de faire il y a environ un an sur ce site et sur cette même chaîne YouTube. Oui, on peut en dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas l'expliquer. La seule façon de comprendre ce que c'est qu'une analyse, c'est d'en faire une. S'engager totalement sur ce chemin, c'est prendre conscience, grâce au phénomène des associations libres, des significations inconscientes de nos paroles, de nos actes, de nos rêves, de nos fantasmes. C'est mettre en lumière, à l'issue d'un long et lent travail d'investigation, notre part d'ombre. Une recherche qui est soutenue par les interprétations de l'analyste, qui contrôle en permanence ce que j'appelle la température de la résistance, du transfert, du désir. Donc l'analyse, c'est une cure par la parole. Et à propos de la parole, la place de l'analyste a souvent été caricaturée, ou pire encore confondue avec celle d'un praticien intervenant dans le cadre de ce qui s'apparenterait à, allez, on va dire une thérapie de soutien ou à une simple écoute thérapeutique. Alors, essayons de clarifier un peu. Déjà, le rôle du psychanalyste ne saurait consister à formuler un quelconque jugement moral sur son analysant. Il n'a pas non plus à délivrer des conseils sur ce qu'il pense être la meilleure façon de mener sa vie. En fait, il occupe dans la relation analytique une place très différente de celle de l'analysant. En effet, dans cette relation qui est vécue exclusivement dans la parole et le silence, l'analysant parle. Enfin, il parle ou il se tait, hein, ça dépend des phases de l'analyse. Donc il parle tandis que l'analyste écoute. Et qu'est-ce qu'il écoute? Eh bien, à la fois la parole de l'analysant et à la fois son propre inconscient. Il s'agit donc d'une relation forcément dissymétrique, qui est vécue de façon bien différente par chacune des parties, et une relation au sein de laquelle tout passage à l'acte, et notamment d'ordre sexuel, est totalement prohibé. Qu'est-ce qui se passe tout au long de l'analyse? Eh bien, l'analyste a à supporter le plus large éventail des sentiments et des émotions de l'analysant. C'est-à-dire qu'il lui faut parfois, pendant un temps très long, accuser des charges agressives aussi bien que des charges positives qui peuvent aller de la simple affection, de la simple tendresse à l'érotisation la plus forte. Et on comprend que dans cette perspective, Freud est parfaitement pointé les trois qualités indispensables à tout analyste: du courage et encore du courage. Et puis, contrairement à une autre idée reçue, il ne s'agit pas non plus pour l'analyste de chercher à faire le bien de l'analysant, du patient, et encore moins de lui dire ce qui lui ferait du bien. Non, il s'agit d'instaurer une relation au sein de laquelle, ou grâce à laquelle, l'analysant va parvenir à un certain moment à faire émerger son désir. Et quelle est-elle, cette relation? Eh bien, le psychanalyste a envers l'analysant une attitude distanciée que l'on nomme habituellement neutralité bienveillante. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un degré d'empathie suffisant pour que les désirs inconscients de l'analysant puissent s'actualiser sur la personne du psychanalyste. Et sur celui-ci, en effet, l'analysant va pouvoir, grâce à cette relation affective de transfert, il va pouvoir projeter, répéter des conflits parfois très archaïques qui vont être éclairés par les interprétations de l'analyste. Et c'est dans cette relation de transfert que se joue
tout le processus thérapeutique, et ce, jusqu'à sa totale dissolution, c'est-à-dire jusqu'au terme de l'analyse. Donc la psychanalyse, c'est une méthode d'exploration du psychisme humain. Et pour cette exploration, elle s'appuie sur les rêves, les lapsus, les actes manqués, bref, ce que l'on nomme les formations ou les manifestations de l'inconscient. J'aime bien comparer le travail analytique à un formidable jeu de pression dans lequel on va s'efforcer de rechercher le meilleur équilibre possible entre nos pulsions, d'une part, et les exigences sociales du moment, d'autre part. Des exigences qui, au nom de la socialisation du petit homme, imposent de renoncer à un certain nombre de satisfactions pulsionnelles en limitant autant que faire se peut la dose de frustration indispensable à la vie en société et que nous devons accepter. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que l'analyse est une quête de changement individuel, oui, changement individuel, et dont Freud a dû espérer en son temps qu'il pourrait à terme influer sur la totalité du tissu social. Et puis, quête de changement volontaire. Est-ce qu'il faut le préciser? On n'envoie pas quelqu'un en analyse, on ne peut obliger quelqu'un à faire une psychanalyse. C'est une démarche dans laquelle on s'engage, sans savoir encore qu'elle conduira à la mort de notre moi et à une espèce de renaissance symbolique, celle d'un sujet dégagé, allégé de ce qui a pu lui être inutilement imposé par des instances extérieures. Bref, un sujet plus libre qu'il ne l'était avant son analyse.